On peut se demander pourquoi il faut se marier pour pouvoir chasser. Eh bien, le mariage introduit un univers de règles, tout simplement. Et ça montre pourquoi on ne peut pas chasser n'importe quoi. Quelqu'un qui se marie, après, il va chasser comme un mari et non comme un ravisseur de femmes. Il ne va pas faire un rapt, mais il va faire les choses dans les règles. Et et de même que le preneur de gibier, s'il est marié, ça ne sera pas un voleur, il sera quelqu'un qui fait les choses dans les règles. Alors, ça montre qu'il y a aussi toute une conception de l'altérité qui est derrière. On ne peut pas faire n'importe quoi avec n'importe qui, et il faut respecter des règles pour cela. Et c'est ça que veut dire l'épopée. Et je pense, je n'ai pas tout à fait fini la recherche là-dessus, mais que la versification, enfin qui est plutôt une allitération en l'occurrence, est là aussi pour indiquer cette idée de rythme et de règles, et que ça compte beaucoup dans l'histoire de respecter des règles. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je n'aime pas du tout le terme de prédation, que je pense tout à fait inapproprié, et pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est toujours dans le cadre d'un échange qu'on va le faire, et je vais dire qu'est-ce qu'il y a comme échange, mais parce qu'on n'emploie pas le verbe tuer. On ne dit pas « je vais tuer » ou « j'ai tué tant de rennes, ou tant d'élans, ou tant de ziblines » ou je ne sais pas quoi. D'abord, oui, ça ne concerne que le gibier qu'on mange. Donc j'ai eu tort de dire la zibline, parce que ça c'est du gibier à fourrure, c'est du gibier qu'on vend, et non pas, c'est autre chose. Le gibier comestible donc. Et on dit j'en ai pris, ou il y en a tant qui sont venus à moi, parce que c'est toujours la fiction que c'est l'animal qui vient à vous. Et il paraît d'ailleurs que les cervidés, quand ils entendent un bruit, ils se dressent, ils s'arrêtent et ils deviennent facilement des cibles. Et dans tout le vocabulaire de la vénerie, il y a des choses très très intéressantes sur l'odeur de la vénerie qui est très sensuelle, enfin paraît-il, enfin l'odeur des pattes de cervidés. Enfin, j'ai pas l'expérience d'avoir senti ça. Mais donc, ce n'est pas de la prédation, on ne tue pas et on va prendre de la viande, c'est tout. Il n'est pas étonnant que chez les Yukagir, par exemple, qui est un petit groupe qui vit en Yakoutie, au milieu des Yakoutes, donc, eh bien, on appelle l'élan, c'est donc le plus gros des cervidés, on l'appelle grosse viande. Bon, il n'a même pas un nom d'être, c'est vraiment un tas de viande, ce qu'on fait. Et il y a des règles qui sont très strictes de découpage de l'animal et de préservation de ceux de ses ossements dans lesquels on croit qu'est ce que j'appellerai par commodité son âme, le principe qui va permettre, qui va supporter l'idée de l'espèce, disons, et permettre la reproduction, parce que les ossements, s'ils sont bien préservés, permettront la réapparition d'un nouvel animal de la même lignée plus tard. Bon, donc c'est quelque chose qui est absolument respecté toujours par les chasseurs, mais évidemment, ils ne vont pas laisser tous les os en forêt, ils prennent souvent les os à moelle parce que la moelle c'est bon, etc., mais au moins la tête et des parties comme ça importantes. Et on le laisse donc pour que l'animal revienne, on prend la viande et la contrepartie aussi. Donc on réduit le meurtre de l'animal ou l'abattage de l'animal à une simple prise de viande et on ne ramène que la viande à la maison. Et on appelle ça de la viande. En échange, parce qu'il faut bien un échange, si
il n'y a pas d'échange, alors à ce moment-là, on est un voleur, et c'est ce qu'on a voulu éviter justement en se mariant. Et c'est ce qu'on a voulu éviter en se mariant, il faut donc se rendre. Alors il y a un moment qui est tout à fait intéressant dans les rituels chamaniques, alors ceux qui se faisaient autrefois, que je ne connais bien sûr que par la littérature, mais c'est que le chaman doit se coucher. Et il se couche à plat dos, et il se couche sur un petit tapis sur lequel sont représentés en poils de renne, enfin des poils de renne de différentes couleurs, il y a des figurations d'arbres de la forêt. Donc ce petit tapis représente la forêt, et le chaman, qui a donc sa couronne de cervidés sur la tête, son manteau, quelquefois des bottes en peau de renne, va se coucher. Ça doit toujours être des peaux d'animal sauvage, et jamais d'animal domestique, toujours d'animal sauvage. Et il se couche, et il est censé, pendant ce temps-là, être dévoré par des esprits animaux. Alors, il est censé être dévoré par des esprits animaux, et il reste comme ça peut-être une demi-heure, 40 minutes, et après, les gens ont peur qu'il ne se donne vraiment à consommer pour de bon, en échange de ce qu'il a pris. Alors il le réveille en allumant le briquet au-dessous de lui pour le réveiller, le ranimer. Ils ne veulent pas qu'il parte trop longtemps. Et donc ce moment-là avait été, par Madame Falk et par d'autres, nommé transkataleptique, alors que la première partie où le chaman épouse sa femme, qui dure plusieurs jours dans le rituel, enfin je veux dire c'est très long cette partie-là dans le rituel, est très longue, elle est très spectaculaire et toute l'emphase est dessus, alors que le moment où le chaman disparaît et où il rend, il passe assez vite et en plein silence, etc. Et donc, on voit bien qu'il y a une emphase qui est mise sur la prise, c'est ça qui est glorieux, c'est de prendre, et donc pendant la prise de la femelle, il y a des tas de choses qui se passent. Il raconte aussi comment il va dans le territoire de sa femelle, qui est en général un animal dont il a repéré la couleur en rêve, dont il a repéré à peu près à quel endroit de la forêt il était, il a envoyé des gens pour le chercher, et ça a constitué son tambour. Donc la femelle est censée être dans le tambour. Et donc toute cette partie-là est très spectaculaire et très développée, et donc le retour de la contrepartie est très effacé, mais il est quand même nécessairement présent. Et je me souviens d'un rituel chamanique reconstitué. C'était à Londres, à la SOAS en 1991. Il y avait un petit colloque chamanique, et en particulier coréen, qui était fait là. Et il y avait, tout le monde était allé danser sur la scène, comme on fait les festivals de néo-chamanique maintenant, tout le monde va. Et puis, il y avait un chaman coréen qui s'était couché par terre. Et alors tous les autres lui disent « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Je dis « Mais je fais comme je dois. » Il disait « Je fais comme je dois le faire, je dois rendre moi aussi. » Alors, il y a quelque chose là qui doit être mentionné aussi, parce que c'est important aussi pour la question de l'animisme et du perspectivisme, c'est que ce ne sont pas les mêmes esprits, ce ne sont pas les esprits des espèces consommées qui consomment le chaman, qui sont censés consommer le chaman. On mange les ruminants, on mange les cervidés par exemple, ainsi que les gallinacés, les coqs de bruyère, les choses comme ça, mais les esprits qui viennent consommer, dévorer la chair et le sang du chaman sont des esprits de carnassiers ou de rapaces. Ce n'est pas du tout les mêmes animaux. Bon, et oui, et ça ne se produit donc que pour les espèces consommées, je l'ai déjà dit.
J'ai un autre exemple qui est peut-être encore plus probant pour la nécessité du retour de la contrepartie, qui est un exemple de Michael Opitz, ou Mark Opitz, enfin il porte les deux prénoms, qui a beaucoup travaillé au Népal et qui a fait un film qui est très beau et qui s'appelle Schamanen im Blindenland en allemand, les chamans au pays aveugle. Bon. Et il raconte qu'il était toujours obligé de montrer les sacrifices à la fin, alors que ça le dégoûtait de voir tout ce sang de coq qui était par terre, et que les gens lui avaient dit « Tu ne peux faire le film que si tu montres absolument tout ça », parce que c'était finalement le retour, le paiement aux esprits, qui est quelque chose d'absolument indispensable. Alors, ça n'existe plus dans les chamanismes d'aujourd'hui, ça. C'est une chose bon, qui ne peut que se constater, parce que les logiques sont différentes, cette représentation n'existe plus, même si quelque chose reste de l'idée d'amour qui est liée à la relation entre l'homme et son gibier, entre le chaman et son esprit. C'est vraiment une relation amoureuse, tout le vocabulaire de l'amour est là. Et alors, j'ai eu beaucoup de discussions là-dessus avec les gens du MOS. Tu connais sans doute le MOS, la revue anti-utilitariste en sciences sociales, pour lesquelles le don, c'est tout. Et moi, je disais, ben non, ce que je vois, c'est de la prise, et où est le don? Eh bien, si, finalement, on peut voir les choses sous la forme du don aussi, si on pense que l'humain, le chasseur ou le chaman, s'arrange pour faire donner la femelle. Parce que c'est toujours à elle qu'on donne l'initiative. Bon, celui-là, j'ai envie de prendre, d'accord, mais c'est elle qui se donne par amour. Donc, disons, la théorie du don peut être sauvée par là si on veut. Ce qui est très significatif aussi de cette notion d'échange et de parallélisme qui se construit entre le monde humain et le monde des espèces comestibles, c'est que les gens vont mourir de façon à nourrir le monde animal. D'abord, il n'y a pas d'inhumation puisqu'on ne se met pas en terre. On dépose les dépouilles des morts, enfin on dépouillait, parce que ça c'est vraiment autrefois, hein, avant qu'il y ait la christianisation et tout ça qui a obligé à mettre les morts sous terre. Mais on mettait les morts en forêt, sur des plateformes, ou bien entre deux branches, ou bien on met des planches entre des branches d'arbres, ou bien on met des poteaux pour soutenir ça, à peu près à 2 mètres de hauteur, en forêt, pour que ça puisse nourrir justement les rapaces ou les animaux qui se promènent par là. Et c'est d'ailleurs l'idée de faire consommer la chair animale est d'ailleurs reprise d'une autre façon dans le bouddhisme. Je ne sais pas, pour ceux qui ont vu le film Urga, où on voit où le chauffeur de camion est surpris parce qu'il voit tout d'un coup un cadavre dans la steppe, mais c'était le moyen de laisser les morts. C'est ce qu'on fait, c'est pour ça qu'il y avait dans les cimetières d'Oulan-Bator plein de chiens qui étaient ravis, qui avaient comme ça un véritable paradis où ils pouvaient faire la fête et festoyer tranquillement. Alors là, les morts sont dans les branches, mais à peu près exactement comme les cadavres d'élan. J'ai des photos où on voit... il y en a un qui est un cadavre d'élan, parce que c'est grand, et même si on mange les os, il reste quand même une grande carcasse qu'on n'utilise pas. Et le cadavre humain, de l'autre côté, c'est vraiment tout à fait parallèle. On meurt de la même façon. Et d'ailleurs, autrefois, il y avait l'idée, je ne sais pas si elle a jamais été réalisée, mais en tout cas c'est quelque chose, c'est une représentation courante qu'il faut se rendre à la forêt. On va se rendre à la forêt, et c'est pour ça que les vieux étaient supposés partir tout seuls et on n'allait pas les rechercher. C'est normal, il va se rendre. De la même façon,
quand il y a quelqu'un qui se noie ou qui se perd, on ne va pas forcément le rechercher. On va dire, il fallait qu'il y ait un retour, et c'est la condition pour que, par la suite, on ait de nouveau du gibier, finalement, parce que ça présuppose un rapport entre les esprits des espèces carnassières ou des rapaces et les espèces comestibles. Ils font tous partie du même monde de la forêt, qui est, disons, attribué, qui est nommé du nom, enfin chez les Bouriates il est nommé Bayan Khangrai, c'est-à-dire c'est à la fois le concept de forêt riche en gibier, et c'est l'animal élan, qui est le plus gros de la forêt, et Bayan veut dire riche, c'est le terme que l'on retrouve dans le lac Baïkal, Baïkal qui est le riche lac. Et tout ce qui est riche, ça veut dire plein de bonnes choses à manger. Donc on peut se dire que les forêts sont giboyeuses, les eaux sont poissonneuses, et dans tous ces coins-là, on va chamaniser et avoir donc ce type de relation avec les espèces. Mais il faut se rendre à elles. Alors, cette idée, elle est indispensable pour assurer finalement la reproduction de l'espèce. L'idée du retour grâce aux os qui vont conserver donc ce que j'appelle âme, parce qu'il faut bien trouver un nom facile à comprendre pour ça, c'est l'âme en tant qu'unité de vie pour chaque individu. Et le retour se fera dans la même lignée humaine ou dans la même espèce animale. Et s'il y a bien quelque chose qui circule, c'est la chair, qui est porteuse de sang, qui fait vivre aussi, et de ce qu'on appelle la force vitale. Alors c'est pour ça que je n'étais pas non plus pas d'accord tout à l'heure avec le perspectivisme, parce qu'il n'y a pas deux qui se font face à face et qui échangent, mais il y a un troisième partenaire absolument nécessaire et qui n'est pas du même ordre que les deux autres. Il y a le rapace qui mange la chair humaine et l'homme qui mange la chair des espèces comestibles. Mais il y a aussi, et c'est par rapport à un modèle animiste trop simple, il n'y a pas que des corps et des âmes, il y a au moins deux sens nécessaires du terme âme, que l'on a en français d'ailleurs, puisqu'on emploie âme à la fois pour parler de l'âme sœur et pour parler de l'âme d'une maison où ce spectacle manque d'âme, où il faut un supplément d'âme ici ou là. Et donc on a bien les deux sens en français, et c'est très facile, moi je préfère garder un mot courant, facile à comprendre. C'est très facile de comprendre qu'il y a une partie, il y a un sens de l'âme, qui est l'animal latin, qui circule entre toutes les espèces et qui leur est commun, ça d'accord avec l'animisme, mais c'est à condition que les âmes puissent être réutilisées de génération en génération au sein de la même espèce et de la même lignée animale. Je me demande d'ailleurs comment les populations animistes feraient pour vivre de chasse si elles n'avaient pas une certaine représentation de la notion d'espèce. Ça me paraît impossible à imaginer, parce que la notion d'espèce est quand même absolument indispensable pour savoir qui on va chasser. Là, c'est un peu... Disons pourquoi je ne suis pas convaincu par un animisme trop simplificateur et réducteur. Voilà. Et cette force vitale, alors, elle est plus ou moins attachée à la chair et au sang, bien entendu. On va voir, tout ça, ça va être mis en évidence également par les transformations qui vont être introduites par l'adoption de l'élevage. Alors l'élevage, là encore, il faut s'entendre
pas trop n'en faire qu'une catégorie unique. Moi, je distingue au moins deux types très importants dans l'élevage, parce que à peu près toutes les populations sibériennes qui sont appelées chasseurs ont aussi quelques animaux domestiques, et toutes celles qui sont appelées pastorales pratiquent la chasse. Donc, quelle est la répartition? Alors, parce qu'il faut bien mettre un seuil quelque part, moi je considère que, je mets dans une première catégorie les chasseurs qui ont quelques animaux domestiques. C'est le cas de la plupart des Toungous. Ils ont aussi des rennes qui les aident à transporter toutes leurs affaires, enfin leur hutte. Alors ils attellent des traîneaux à ces rennes et ils les montent. Et c'est comme ça qu'ils peuvent nomadiser, et c'est indispensable de nomadiser pour mener la vie qu'ils font. Et ça, c'est ce qu'a étudié particulièrement Alexandra Lavrier. Les autres éleveurs, alors il y a aussi des éleveurs qui ont des troupeaux de rennes beaucoup plus importants, et alors là, qui sont plus franchement éleveurs. Et ils pratiquent la chasse en plus, à la fois parce qu'ils aiment ça, pour se distraire, mais ce n'est pas leur fond de vie. Alors que pour ceux qui élèvent des rennes domestiques, c'est plutôt les rennes domestiques qui facilitent la chasse. De même que chez les Bouriates, au départ, les quelques chevaux qu'ils avaient volés aux Mongols, ils les gardaient parce que ça leur facilitait la chasse en grande battue. Mais ça n'est que petit à petit qu'ils se sont mis à les manger et à les élever véritablement en éleveurs. Donc c'est assez difficile de mettre la limite entre les deux, mais il y a quand même un indicateur qui est qui s'en occupe de ces animaux élevés. Alors, chez ceux qui sont encore chasseurs de façon prédominante, ce sont les femmes, tandis que chez ceux qui sont éleveurs de façon prédominante, ce sont les hommes. Ça devient un métier d'homme. Les femmes, elles vont les traire, les choses comme ça, mais ce n'est plus... Enfin, il y a un partage, mais si on veut, le plus important, ce sont les... Ah, j'ai oublié quelque chose tout à l'heure. C'est que le retour de la contrepartie, ce n'est pas simplement à la mort, mais c'est quelque chose qui se fait, pratique aussi à la maison. À la hutte de tout chasseur est attaché un petit aiglon ou un petit renardeau qui sont considérés comme des ongones, c'est-à-dire des esprits, en fait. À la fois, le même terme veut dire esprit et le support matériel d'un esprit, et c'est quelque chose qui peut être plus grand aussi, puisque la même racine donne le nom pour un avion. C'est quelque chose où on met des gens vivants dedans, où on met des êtres animés dedans. Donc, ces petits ongones, ce sont des petits animaux familiers qui sont nourris par le chasseur pour retarder au maximum la date de la mort. Donc c'est très important, ça aussi. Chaque chasseur va en nourrir parce que sinon le chaman ne se donne à manger comme ça qu'une fois par an, tandis que le chasseur, il peut nourrir ses ongones toute la vie. Et d'ailleurs, on les nourrit juste assez pour qu'ils ne crèvent pas, hein, et puis on les remplace vite par de nouveau, ils doivent être tout jeunes, etc. On les lâche à un moment donné parce qu'ils deviennent infernaux aussi, être attachés à une hutte. Et on les relâche. Ça peut être aussi, ces petits ongones, on appelle ça du même nom, des petites figurations en feutre, qui sont fabriquées en feutre, donc ça c'est chez les éleveurs, puisque seuls les éleveurs ont du feutre, que l'on nourrit avec des morceaux de graisse. On leur fait des bouches et on leur met des morceaux de graisse aussi pour leur dire voilà, t'as de quoi manger. Et quand ils ont été christianisés,
quand ils ont été christianisés, eh bien, aux icônes de Saint-Nicolas ou de Saint-Élie, enfin des quelques saints qui ont été adoptés, on ajoutait des bouches pour pouvoir les nourrir aussi, parce qu'il faut que les morts soient nourris, sinon ils se vengeront et ça ne sera pas bon pour nous. Donc, voilà tout ce qui se passait. Ah oui, je voulais dire aussi, c'est un petit complément à ce que j'ai dit avant, sur l'idée de revenir dans la même espèce. C'est très important pour eux. Et c'est la raison pour laquelle ils ont si mal accepté la notion bouddhique de karma. Vous savez, le karma bouddhique qui fait que vous pouvez finalement renaître chien si vous avez fait trop de mauvaises actions, mais que si vous voulez renaître au Tibet, si vous faites beaucoup de bonnes actions, vous renaîtrez au Tibet. Les gens disaient, mais pas question, je ne veux pas renaître au Tibet, je veux renaître chez moi et je veux que mes morts reviennent chez moi. Donc ils n'ont pas accepté la notion de karma, ou bien ils l'ont déformée pour en faire un karma collectif. Si tout le clan renaît au Tibet, bon, d'accord, mais sinon, non. Et c'était donc une idée, parler de réincarnation, c'est trop fort, il ne s'agit pas véritablement de réincarnation, parce qu'on se demande toujours si c'est le même ou un autre. En fait, la question ne se pose pas, c'est un autre de la même lignée. C'est comme quand on est au restaurant et puis qu'on a fini une bouteille de vin, si on demande la même ou si on demande une autre, on vous apportera dans tous les cas une bouteille du même cru. Alors là, c'est un peu la même chose qui se passe. Mais en tout cas, c'est pour dire que cette nécessité de ne pas changer d'espèce me paraît éminemment importante. Donc c'est pour ça que je ne crois pas aux métamorphoses. Hein. Voilà. Enfin, tout au moins pas sur mon terrain. Tu as aussi beaucoup travaillé avec l'idée de surnature. Oui, alors, parce que l'idée de surnature... J'ai travaillé en effet avec l'idée de surnature. L'idée de surnature, eh bien, elle a été beaucoup critiquée. Alors j'ai beaucoup réfléchi, j'ai essayé de parler d'autre chose, mais finalement, j'y reviens parce que je pense que le fait que le mot nature soit dedans est précisément important. À vrai dire, ce sont des esprits qui représentent des espèces que l'on appelle naturelles, je ne sais pas comment les appeler autrement, qui font partie de la forêt, c'est le monde de la nature. Le terme de Bayan Khangai veut dire, pour les Mongols, forêt, mais pour les Buryats, c'est d'abord un élan, et l'élan se confond avec la forêt. Donc, l'équivalent de ça chez les Toungouzes, qui est Bayanai, c'est aussi le même terme riche, puisque ce sont des langues apparentées. C'est le même terme riche qui est redoublé, c'est le riche-riche. C'est aussi bien les grands cervidés que l'idée même de nature ou de forêt qui nous donne à manger. Donc, que ça soit sur nature, ça ne me gêne pas du tout, parce que justement, ça permet de regrouper dans un même mot à la fois ce qui constitue cette nature physique, à savoir la forêt, les animaux qui sont dedans, et les instances dont on imagine qu'elles les animent, à savoir les esprits. Esprit, c'est aussi un terme commode, mais qui pourrait être remis en question. Mais pour moi, il est commode. Alors, ça n'était pas trop critiqué, ça encore, dans cet aspect-là, mais c'est quand je parle de ce qui se passe avec l'élevage. Parce que je dis que ce qui se passe avec l'élevage, c'est que la surnature qui compte ne va plus être la surnature animale et forestière qui comptait pour le chasseur, mais ça va être une surnature humanisée. Alors, c'est quoi ça? C'est parce que l'éleveur, il est redevable à ses ancêtres de ses pâturages et de son troupeau. Et donc, qu'est-ce qu'il va vénérer? C'est ses ancêtres. Et il va leur devoir obéissance, respect, etc. Et c'est grâce à la protection de ses ancêtres, non seulement qu'il a des droits sur son territoire, hein, il faut voir que les ancêtres sont absolument capitaux pour légitimer le droit sur le territoire et les troupeaux. Et donc, on n'a plus intérêt à s'intéresser à la forêt, mais
à ses ancêtres. Or, les ancêtres vont, eux, être localisés, et ils sont à localiser au haut des pâturages. Donc, ils représentent bien, d'une certaine manière encore, le monde naturel, puisqu'ils sont territorialisés. Alors, c'est tout à fait intéressant de penser que les ancêtres, eux, ils sont immobilisés, ils sont dans des pierres ou dans des bosquets qui sont au sommet des collines qui surplombent les pâturages. Et alors que les âmes des morts qui n'ont pas pu être ancestralisées, ceux que j'appelle les anti-ancêtres, vont, elles, ne pas avoir de résidence fixe, mais simplement des lieux de pause qu'on peut faire partout, comme ça. Alors, et donc, ils seront aussi les anti-ancêtres, les âmes des morts errants, ceux qui n'ont pas pu être ancestralisés, ils vont se retrouver dans les lieux sauvages, eux, près des grottes, des cols, les choses qui ne sont pas appropriées par l'homme pour constituer des pâturages, des choses comme ça. Mais dans tous les cas, ça m'arrangeait de parler d'une surnature humanisée parce que ces ancêtres donc, vont fixer le territoire et un certain type de territoire, et ils sont immobiles, ils sont bien précieux comme ça. Alors à eux, on va leur offrir, enfin ça libère les humains, ils n'ont plus à se rendre, puisque maintenant ils ont des animaux domestiques à offrir à leur place. Donc c'est là qu'on va voir apparaître le sacrifice animal, et on va sacrifier évidemment des animaux domestiques, parce que les animaux domestiques, on les élève, donc ils peuvent être considérés comme des substituts de soi, et ils vont, disons, on rejoint bien les théories du sacrifice qui parlent de substitution, là, et c'est très net si on voit le passage de l'un à l'autre. C'est un substitut qui est offert en compensation de la protection des pâturages qui vont conditionner la bonne santé du troupeau. Et donc, on offre des animaux domestiques, et il y a par exemple pour un animal qui est important aussi parce qu'il est un peu entre toutes les catégories, c'est l'ours. L'ours est un omnivore, il est le rival de l'homme dans la nature, il chasse les mêmes espèces, il cueille les mêmes baies, il mange le même miel, bon, etc. Par ailleurs, on le mange aussi, l'ours, et on le chasse. Il y a chez certaines populations, à la fois à l'ouest de la Sibérie et à l'extrême est, dans la région de l'Amour, ce qu'on appelle des fêtes de l'ours, qui se continuent d'ailleurs aussi chez les Aïnous, dans l'île d'Hokkaido, au nord du Japon. Et ces ours, eh bien, il faut absolument les élever, c'est-à-dire se les approprier d'une certaine façon, établir une continuité entre l'homme et l'ours avant de les mettre à mort pour la fête. Alors, il arrive que même qu'il y ait des femmes qui les nourrissent au sein, les petits oursons. On s'arrange pour capturer un petit ourson et on va l'élever en cage, souvent, le nourrir au biberon, etc. Et c'est seulement quand il sera un peu plus grand qu'on le mettra à mort pour la fête. Il y a d'autres endroits où, au contraire, celui qu'on va prendre pour la fête de l'ours, mais ça sera une fête de l'ours différente, il sera pris à la tanière. Mais là, dans la région de l'Amour, c'est comme ça, on élève le petit ours. Et il y a un moment, quelqu'un qui voulait faire un film et qui était allé prendre l'ours du zoo. Refus total de la population. Non, on ne l'a pas élevé, celui-là, c'est pas possible. Oui. Alors, il y a aussi des différences après enfin, il y a des fêtes qui vont s'organiser, disons, autour des ancêtres, qui seront très proches de ce qui se passait dans les rituels chamaniques,
avant la saison d'élevage, avant la saison de chasse, pardon. L'élevage va introduire une autre idée que je n'avais pas repérée avant. C'est la notion de maîtrise du territoire dont on peut dire qu'elle va un peu avec cette question des ancêtres qui sont là, mais vraiment le terme de maître, en tout cas en mongol, c'est celui qui occupe. Et ce n'est pas forcément celui qui maîtrise, mais c'est celui qui occupe, qui est le principal occupant d'une chose. Alors, ce qu'il y a, c'est que les Russes l'ont traduit par khazien, qui est vraiment maître, et partout ailleurs aussi, l'idée de maîtrise s'est imposée. Et elle s'est imposée encore plus dans les régions bouddhisées, où c'est une figure unique qui va être au-dessus de tous, parce que la division en groupes claniques qui ont leurs ancêtres sur une colline, elle ne survit pas longtemps à la propagation du bouddhisme. On va voir que les bouddhistes vont imposer une idée tout à fait générale de vieillard blanc, qui est venu de Chine d'ailleurs, qui est un personnage humain, vraiment humain, barbu, c'est pour ça qu'il est appelé le vieillard blanc, et qui va dominer toutes les montagnes. Et toutes les montagnes qui avaient auparavant des noms différents et qui correspondaient aux différents clans vont se retrouver appelées chéries. On les appelle toutes chéries, enfin non, approchant. Et il va être considéré, lui, alors, comme maître, véritablement. Mais c'est un peu artificiel, ça s'est rajouté à ça. Mais grâce aux Russes, ça s'est répandu un petit peu partout. Et oui, grâce au pardon. Oui, il y avait plusieurs choses qui se bousculaient là. Oui, je me demande d'ailleurs, enfin, comment l'idée de maîtrise a pu s'implanter chez des peuples chasseurs qui n'avaient pas d'élevage. Je comprends l'idée de maître chez ceux qui ont des troupeaux, parce qu'il faut bien quelqu'un pour diriger les troupeaux, etc. Mais on ne dit pas d'un éleveur qu'il est le maître de ses troupeaux. Enfin, même s'il le maîtrise, on n'emploie pas cette terminologie-là. La terminologie du maître, elle est vraiment pour occuper un espace, et c'est très limité à cela. Mais ça a été étendu par la littérature russe. Alors, ce que vont changer les ancêtres, ce que va changer l'élevage aussi, c'est l'attitude des gens et l'attitude globale. Moi, je vois une très grosse différence entre la mentalité de chasseur et la mentalité d'éleveur. Le chasseur, il va prendre, et le rituel est là pour lui donner de l'enthousiasme, de l'optimisme, du volontarisme. C'est pas marrant en hiver, il fait froid, il faut marcher dans la neige, c'est très difficile, et on ne sait pas où on va trouver du gibier. Mais il faut le vouloir, et tout est fait pour encourager cette volonté et pour voir vers les choses en rose et pour mettre du positif là-dedans. L'éleveur, et puis le chaman sait qu'il va l'emporter, puisqu'il a fait le rituel, il faut l'emporter, et donc il faut l'emporter sur les esprits des espèces animales. L'homme doit vivre, et donc il est absolument impératif que l'homme trouve du gibier. Bon, donc c'est pour ça qu'il y a ce côté extrêmement positif qui est chez le chasseur et qui se remarque dans tous ces rituels qui sont très gais. Il y a même chez à certains endroits, il est fait mention de l'obligation de rire. En fait, la culture du rire est très, très, très importante, et c'est là aussi qu'on retrouve le jeu, bien sûr. Mais chez les éleveurs, au contraire, alors on se plaint. D'abord, on les sollicite, on les prie, on leur fait des compliments, des louanges, on leur offre de la nourriture, etc.
mais après, on se plaint, et j'ai même un poème qui avait été noté par le fameux Baldaïev dont je parlais tout à l'heure, et qui disait « Comprenez ce que nous n'avons pas compris, mangez ce que nous n'avons pas mangé, faites ce que nous n'avons pas fait, etc. » Comme si les ancêtres étaient appelés à compenser ce que ne pouvaient faire les vivants. C'est plus exactement les verbes, je ne me souviens plus, mais comprenez ce que nous n'avons point compris, c'est textuel ça, et j'avais trouvé ça absolument magnifique. Alors, ça, donc il y a une espèce de négativité qui vient avec ça, on attend donc de l'autre, et c'est en même temps la naissance des hiérarchies, alors que de l'autre côté, chez les populations chasseresses et chamanistes, eh bien, on a tendance à être égalitaire, à partager. Le gibier est quelque chose qui se partage toujours, et ça se partage pas forcément de façon équitable. Il peut y avoir une part plus grosse pour celui qui l'a repéré, ou pour l'un plus que l'autre, enfin, mais c'est du détail. De toute façon, il doit y en avoir pour tout le monde, et il n'est pas convenu de laisser quelqu'un accumuler plus que d'autres. Alors qu'au contraire, chez les éleveurs, ça va être l'idée d'accumuler qui va compter. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui est vraiment rigolo, c'est que le terme pour dire capitalisme, dans ces pays-là, dans ces langues-là, c'est le terme qui désigne le ferment lactique. Bon, et c'est bon, un capitaliste, c'est quelqu'un qui a du ferment. Et effectivement, le capital, le ferment, avec un peu, on fait beaucoup, et c'était la meilleure image du capital. Et donc, on voit bien que l'éleveur, c'est le ferment c'est le support du capitalisme. Et il critique les chasseurs en disant les chasseurs sont inextensibles. Ils ne peuvent pas être beaucoup. Leur explication de ce terme, c'était ils ne peuvent pas être beaucoup. On ne peut pas prendre beaucoup de gibier, on ne peut pas avoir beaucoup d'enfants, on peut pas. Tandis que nous, les éleveurs, oui, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et d'ailleurs, ça fait partie. Je pense que cette opposition à l'accumulation des biens est très caractéristique des peuples chasseurs. C'est un peu l'esprit du potlatch. On ne veut pas laisser accumuler plus que ce qu'on doit. Un autre exemple, Yukagir, c'était qui est chez Willerslev, qui est c'est un chef de coopérative. Il avait fait fructifier une coopérative, ça c'était post-soviétique, hein, donc dans les début des années 2000. Mais la mentalité reste toujours qu'il ne faut pas accumuler. Un chef de coopérative qui avait très bien réussi dans sa coopérative, et à un moment il s'en va de la coopérative parce que je ne sais pas, c'est sa retraite, enfin j'ai oublié exactement pour quelle raison, et il voulait emporter un certain nombre de choses. Et tout le reste de la population de la commune s'est opposé à ça. Il ne devait rien emporter et rien avoir de plus que les autres. C'était vraiment une opposition à l'accumulation. Et je vois aussi un autre exemple de la nécessité de partager ce qui a été pris dans la nature comme ça. C'est dans un film qui a été tourné chez les Tchouktches, par un Italien qui s'appelle Tonoli, et il montre comment les gens qui avaient attrapé une baleine, je crois, il était question de vendre, ou un phoque peut-être, enfin je ne sais plus quel mammifère marin, et il était question de le vendre. Et ils se sont opposés à ça en disant mais on ne va pas vendre un animal qu'on a pêché, nous, et il faut le partager entre nous. Il n'était pas question de faire ça. Et de la même façon, dans les familles, donc le butin se partage toujours, mais par exemple, le thé, le sel, ça va être propre, ça. Et donc, ce sont les choses qui se volent. On peut te voler du thé, du sel, des choses comme ça, ou les iblines que tu as attrapées, mais on ne volera jamais un morceau de gibier.
qui est vraiment fait pour être partagé avec tout le monde. Et cette idée du partage, c'est vraiment une idée de chasseur, et c'est l'idée, c'est elle qui sert en quelque sorte d'assurance sociale dans un milieu comme ça. On n'a pas de gibier aujourd'hui, mais le voisin en aura peut-être. Ou si on rentre contre quelqu'un qui n'a rien dans la forêt, eh bien, on lui offre à manger et on sait qu'une autre fois, c'est lui qui nous donnera à manger. Donc, ça a été souvent appelé la solidarité anarchique ou l'anarchisme solidaire ou quelque chose comme ça, parce que c'est vraiment, oui, une opposition aux hiérarchies et à l'exclusion, quoi. Donc ça, je pense que c'est resté assez fort chez un certain nombre de personnes et toujours associé au chamanisme, bien sûr.